Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, je reçois M. Martin Leclerc, qui est le propriétaire de l'auberge Le 900 Tremblant à Tremblant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, pourquoi le 900 Tremblant? C'est pourquoi ce nom-là? En fait, le 900 Tremblant, j'y ai pensé vraiment longtemps pour trouver un nom original. Et finalement, ça a été assez facile. L'adresse, c'est le 900. Donc, avec un chiffre comme ça, c'était difficile de ne pas utiliser le chiffre dans le nom de l'entreprise. Et on a rajouté le petit Tremblant pour lui donner son petit cachet spécial. Aussi simple que ça. Et vous êtes là, bon, décrivez-moi, c'est quoi? C'est une auberge? C'est une auberge, écoutez, c'est une auberge qui existe depuis 2003, qui s'appelait auparavant l'auberge du voyageur. Et puis nous, on a pris possession, si on veut, en octobre 2021. On l'a rénové, si on veut, pour l'amener au goût du jour, vraiment aller chercher une clientèle un peu différente, ben, peut-être pas différente, mais plus vaste. Et puis, on y a mis un café au rez-de-chaussée. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas là auparavant. Donc, on a un petit café, bistrot, tu sais, les gens qui veulent venir prendre une pâtisserie qui sont sur la piste cyclable. Et les 11 chambres de l'auberge qui sont là depuis longtemps, qui est quand même très populaire. Donc, 11 chambres, c'est une auberge. Est-ce que tout le monde a sa salle de bain privée? Tout le monde a sa salle de bain privée, effectivement. Le déjeuner est inclus. Donc, vraiment, la formule gîte, si on veut, le bed and breakfast, qu'on continue, qu'on n'a vraiment pas voulu arrêter parce que son modèle d'affaires est quand même très bon. On y a juste rajouté le café pour vraiment, comment est-ce que je pourrais dire ça, pour monétiser, si on veut, notre rez-de-chaussée, puis prendre avantage de la belle piste cyclable, le petit train du Nord qui se trouve à être juste en avant de chez nous. Pourquoi vouloir créer ou lancer une auberge? Bonne question. Plein de gens me le posent. Quand je leur ai dit que je le faisais, je me suis fait dire que j'étais fou. Premièrement, de m'embarquer dans un nouveau projet en pleine pandémie. Mais j'y croyais. Je suis pas natif de Tremblant, mais je travaille à Tremblant. J'ai des investissements à Tremblant depuis 2015. Donc, j'ai commencé à investir ici dans l'immobilier il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans maintenant. Tu sais, avec le gros boom de Airbnb dans le temps. Donc, j'ai connu la région, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Et venant de Gatineau, ben, je venais presque à toutes les fins de semaine voir mes propriétés. Et puis, je passais toujours en avant de cette auberge-là. Et je me disais, il me semble que si jamais ça tombait à vendre, ça serait un beau projet à entreprendre. Il tombait à vendre. OK. Puis comment on sait que quelque chose comme ça est à vendre? Savez-vous quoi? Je ne le cherchais pas. Comme je fais toujours, j'étais juste sur le site de MLS en train de regarder des propriétés à vendre, voir s'il y avait quelque chose qui valait la peine. Et puis, il a passé dans un genre excusez le terme, c'est une bande en bas. Et puis, je me suis dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, ça se peut vraiment pas. Donc, j'ai cliqué dessus. Tout de suite, j'ai communiqué avec le propriétaire. On a pris rendez-vous ensemble. Ça a pris 2 ans avant que ça se fasse. OK. Et puis, me voilà aujourd'hui. Êtes-vous seul dans vos affaires ou est-ce que vous avez des associés? J'ai un associé que je vais vous avouer que si je ne l'avais pas, ça ferait dur. C'est lui qui est responsable de toutes les rénovations qu'on a faites. C'est un contracteur. Donc, sans lui, disons que je l'aurais connu. Elle n'aurait pas été facile. Puis, en termes de financement, parce que acheter un commerce déjà existant, ça demande quand même un peu d'argent pour aller chercher ça. Comment on se démêle là-dedans là, pour aller financer un projet comme ça? Évidemment, c'est pas facile, spécialement en pleine pandémie. Disons que j'ai vendu certaines de mes propriétés existantes que j'avais pour être capable de financer ce projet-là, parce qu'il n'y a pas une banque qui a voulu me toucher. Même si le plan d'affaires était bon et ces choses-là,
il y avait des programmes en place à ce moment-là pour dépanner les gens dans l'hôtellerie et tout. Donc, aller se lancer dans un autre projet au niveau de la banque, c'était pas prudent, mais je les blâme pas. J'aurais peut-être pas fait, je l'aurais pas fait moi non plus. Donc, il faut devenir un peu créatif. Si on y croit vraiment, ben là, faut mettre notre argent et puis vendre certains actifs qu'on avait, qu'on pensait pas être obligé de vendre. Et puis, on y va. OK, donc vous avez financé vous-même en Oui. vendant des choses que vous aimiez, en mettant de votre argent. Exactement. Ça doit faire peur, ça? Ça fait énormément peur. C'est une chose de rentrer dans un projet ou une entreprise avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est une autre affaire de rentrer avec la tienne. Donc, il faut que tu sois convaincu, de un. Et puis, il faut que tu aies les nerfs solides. Mais c'est ça. Comment on fait pour surmonter cette peur-là qui est toute naturelle? Tu passes par-dessus. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu t'entoures avec des gens positifs. Moi, si j'avais des gens autour de moi qui étaient négatifs, qui me disaient « Ah non, Martin, ça ne fonctionnera pas, ces gens-là, je les écarte. » Parce que dès que tu as un petit peu de négativité, on commence à croire la négativité, puis on se dit « Ah non, ils ont peut-être raison, on ne le fera pas, on ne le fera pas. » Et puis, il faut passer par-dessus la peur. Si on y croit, si on pense que ça va fonctionner, si notre plan d'affaires dit que ça va fonctionner, on embarque. Puis, je veux parler un peu du plan d'affaires parce que ça doit aider. Comment on fait un plan d'affaires? Est-ce que c'est quelque chose qu'on griffonne sur un bout de papier ou est-ce que c'est beaucoup plus formel que ça? Écoutez, c'est certain que si on présente un plan d'affaires à une banque ou une institution financière, oui, il faut que ça soit peaufiné. On doit faire des recherches approfondies. Ce que j'ai fait, mais ça commence avec, d'écrire ça sur un bout de papier, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis tu as des brouillons. Je vous dirais que quand on a vraiment commencé à travailler ce projet-là, c'était vraiment sur une napkin, sur une serviette, sur le bord d'une table. Combien est-ce qu'on pense qu'on va faire par année? C'est quoi nos dépenses? Mais c'est ça. Donc, les choses à mettre dans un plan d'affaires, c'est OK, combien ça tend à faire? Ouais. Combien ça tend à dépenser? Mm-hmm. D'autres choses? Bien évidemment, il faut regarder le marché autour de nous. Oui, au début, tu regardes revenus-dépenses. C'est la première chose qui nous vient en tête. Mm-hmm. Mais ensuite de ça, il faut regarder vraiment qu'est-ce que le marché nous dit ici. Regarder les statistiques de taux d'occupation. Heureusement, j'étais déjà dans le domaine avec mes propriétés en location à court terme. Donc, j'avais accès à certaines données. Oui, parce que ça c'est quelque chose d'important. C'est où on trouve toutes ces informations-là? Écoutez, ils sont disponibles sur le web. Si on sait chercher, si on veut vraiment les avoir, on peut les avoir. Tourisme Mont-Tremblant en a aussi. Donc, on peut communiquer avec eux, ce qu'on a fait. Puis après ça, tu prends tout ça, puis tu fais ta petite analyse, tu mets ça dans ta feuille Excel, et puis tu bâtis ton plan. Puis un plan, bon, ça peut quoi? Une dizaine de pages? Ou... Ouais, 10-15 pages, évidemment. On regarde... tu as deux volets. Tu as le volet vraiment immobilier, puis tu as le volet de l'entreprise. Donc, l'immobilier, c'est une chose. L'immobilier, ces temps-ci, mais comme tout le monde sait, tu rentres dans l'immobilier, c'est difficile de perdre si c'est bien acheté. La deuxième composante, qui est l'entreprise, c'est celle-là pour laquelle on bâtit le plan. Parfait. On va revenir dans quelques instants pour parler un peu plus de Martin Leclerc lui-même, puis comment il est arrivé là-dedans. Je suis avec Martin Leclerc, qui est le propriétaire de l'auberge Le 900 Tremblant. Alors, on a parlé un peu de comment il a lancé son entreprise, mais là, je veux apprendre à connaître un peu Martin Leclerc, l'entrepreneur, la personne. Alors, parlez-moi un peu de votre cheminement d'entrepreneur. Comment vous êtes arrivé là? Disons que l'hôtellerie, la restauration, service à la clientèle, comme ça, c'est dans mon sens, ça fait partie de l'entreprise familiale, si on veut, mes parents avant moi. Quoi qu'il y avait un hôtel? On avait des restos, des boîtes de nuit, des choses comme ça à Ottawa et dans le sud de l'Ontario et même au Mexique. Et puis, de fil en aiguille, d'un jeune âge, j'ai commencé à travailler avec eux.
tu prends la piqûre un peu, tu suis maman, papa, tu veux être comme papa, comme tous les garçons, ou la plupart. Et ensuite de ça, ben, j'ai fait mon propre cheminement à l'université, ces choses-là. Étudier quoi? J'ai étudié en sciences politiques à l'Université de Montréal et ensuite en droit civil à l'Université d'Ottawa. Okay. Pour ensuite revenir dans le domaine de l'hôtellerie, restauration avec les parents. Mais c'est quand même utile. Le droit, surtout, j'imagine, c'est très utile. Ça a été utile. Ensuite de ça, ben là, tu viens à un moment donné, on est jeune et on pense qu'on connaît tout. Tu te sépares de la business familiale, si on veut. Je suis allé dans l'automobile. Donc, j'ai été dans l'automobile pendant 20 ans. À faire quoi? Directeur général de quelques concessions dans l'Outaouais. Donc, ça, encore une fois, c'est venu, comment est-ce que je pourrais dire, approfondir et même améliorer mon service à la clientèle. Et puis, de fil en aiguille, c'est là où j'ai commencé à investir ici à Tremblant, dans l'immobilier, dans des condos à court terme sur la montagne. J'avais des amis qui commençaient à investir et ils m'ont dit « Martin, c'est le temps, là, ça boom », comme on dit. Et puis, voilà, 1 devenu 2, devenu 3. J'ai parti une petite compagnie de gestion immobilière que j'ai encore d'ailleurs. Et puis, ensuite, voilà l'auberge. Mais l'auberge, c'est quand même assez différent là, de gérer des propriétés ou de travailler dans l'automobile. Oui et non. Oui, c'est différent parce que dans l'automobile, on vend un produit, on vend et on entretient un produit, si on veut. Mais c'est toute une question de bâtir des relations avec les gens, que ce soit dans l'automobile, dans l'hôtellerie ou dans n'importe quelle autre entreprise. Ton but, c'est toujours de bâtir une relation avec un client et de le garder avec toi. C'est pour ça que quelqu'un vient séjourner chez nous, on fait en sorte de leur donner ce qu'ils s'attendent d'avoir et un peu plus. De cette façon-là, ben, quand ils vont revenir à Tremblant, ils vont peut-être revenir nous voir. Et on le voit déjà, ça fait seulement 1 an et demi maintenant que j'ai l'auberge et j'ai déjà des gens qui sont revenus 2, 3, 4 fois séjourner chez nous. Donc, on sait que dans des cas comme celui-là, qu'on a réussi à cultiver une clientèle puis les garder fidèles avec nous parce qu'ils aiment venir chez nous. On s'occupe bien d'eux et puis les gens en parlent. Les références qu'on a sont magnifiques. Qu'est-ce que vous avez eu à apprendre pour vraiment passer à gérer une hôtellerie comme ça? C'était un challenge, je dois l'admettre. Je suis arrivé de l'automobile où tout est structuré. C'est vraiment structuré dans l'automobile. On arrive dans l'hôtellerie, puis c'est un petit peu moins structuré, disons beaucoup moins structuré. Je vous dirais, les préposés aux chambres, ça a été le plus gros challenge pour moi, à s'assurer que tout est bien propre, tout est prêt pour les prochains. Évidemment, avec la pandémie auquel on sort, si on veut, la réglementation qui est rentrée en vigueur a rendu ça un petit peu plus difficile, mais pas d'un côté négatif, d'un côté positif. Fait que je vous dirais que tout cet aspect-là, c'était nouveau pour moi. Je n'avais pas d'expérience là-dedans avant. Autre que, j'avais une équipe de ménage qui va encore dans mes condos. Mais là, d'être là, de faire la supervision de ça, c'était le plus gros challenge. Puis, qu'est-ce qui a été facile? Rien. Absolument rien. Si c'est facile, il y a quelque chose qui ne va pas si c'est facile. Il n'y a rien de facile. Oui, mais des fois, on a plus d'affinité pour certaines tâches ou certaines choses. Bien, c'est certain que, au niveau... Si je devais vous dire quelle partie de ma job, si on veut, est la plus facile, c'est la partie comptabilité, c'est la partie paperasse. J'en mange, c'est ce que j'aime faire. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, j'imagine. Mais pour moi, c'est la partie plus facile.
Non, parce qu'il y a des gens qui adorent, par exemple, l'entre-gens, qui ont beaucoup d'entre-gens, qui adorent parler au monde, les recevoir, etc. Donc, vous, la paperasse. Bien, la paperasse, oui, j'aime recevoir les gens aussi. Je suis toujours là quand mes gens arrivent pour leur séjour et je suis toujours là pour les souhaiter au revoir ou je vais les voir au déjeuner, ces choses-là. Donc, je suis toujours présent. Puis j'aime jaser, puis déconner avec eux, si on veut. Puis en parlant d'être toujours présent, vous habitez sur place, je pense. J'habite sur place. Ça, c'est un choix conscient. On ne peut pas s'éloigner du travail comme ça. C'est un choix conscient. Je vis dans le donjon, dans le sous-sol, fait qu'on me chaîne au mur et le matin, on me débarre et on me laisse aller. Mais oui, ça vient avec. Tu as une auberge, c'est pas un hôtel, c'est pas quelque chose où on a des gens qui travaillent 24/7. Donc, on doit être présent si jamais il y a une urgence ou quoi que ce soit. Oui, fait en sorte que c'est comme si on travaillait 24/7, mais on s'habitue. On s'habitue assez vite. Avez-vous une vie à part de ça? Oui. OK. Oui. 4 mois par année. Vous êtes fermé peut-être? On ferme 4 mois par année, mais environ 4 mois par année. Donc, on ferme... on suit la montagne, vraiment. Donc, quand la saison de ski se termine, on ferme. Et puis, on va réouvrir, comme on a réouvert pour le mois de mai, disons. La longue fin de semaine, la fête des Patriotes. Mm-hmm. Et on fait la même chose en octobre. On ferme après les couleurs. Et puis, on va ouvrir normalement pour le 24 heures de Tremblant. OK. Puis, avez-vous une journée typique? Non. Ça n'existe pas. OK. Qu'est-ce que vous avez à gérer dans une journée? Oh mon Dieu. Évidemment, la première chose le matin, c'est les déjeuners. Donc, j'ai mon équipe dans la cuisine qui est chapeautée par ma copine qui s'occupe de toute la bouffe, qui est fantastique. Ensuite... Donc, vous n'êtes pas là à faire des toasts, là, le matin? Non, bien, ça arrive. Ça peut arriver que ce soit moi. Je vais m'excuser auprès des gens à qui j'ai fait à déjeuner. Je suis désolé, mais ça arrive. Okay. J'ai pas eu de plainte à date. Okay. Puis ensuite, ben, c'est vraiment l'accueil des clients pour le déjeuner même, le départ, la préparation pour l'arrivée des gens, aller chercher des fournitures. Souvent, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Changer une toilette, ça arrive. Donc, des fois, c'est sur place. Des fois, c'est sur place. Des fois, c'est à l'extérieur. Ouais. Et des fois, c'est des petits imprévus comme... Souvent des imprévus. Tu sais, des fois, tu vas te planifier une journée, le soir avant de te coucher, tu te fais ta liste. Ouais. Souvent, cette liste-là, même si tu la mets en ordre d'importance, ça marche pas. Ça marche pas. Bon. Ça marche vraiment pas. On va revenir dans quelques minutes pour parler un peu des défis et peut-être aussi savoir si M. Leclerc a des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs. Je suis avec Martin Leclerc de l'auberge de 900 Tremblant à Tremblant. On a parlé un peu de son cheminement d'entrepreneur, mais là, je voudrais peut-être parler un peu des défis ou de l'avenir. Comment il voit ça? Parce que tout le monde fait face à des défis aujourd'hui, que ce soit l'inflation, le manque de main-d'œuvre. Dans votre cas, c'est quoi vos défis? Je pense que vous l'avez tout résumé. L'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, la main-d'œuvre, c'est toutes des choses que ce soit moi ou n'importe quel entrepreneur, on fait face à ces choses-là. Les défis pour nous, c'est vraiment le tourisme en tant que tel, c'est un luxe. Donc, quand on voit des fluctuations dans le marché ou... comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Les gens vont commencer à éliminer certaines choses, mais le tourisme, souvent, va être la première chose qui va passer, si on veut. Ou on change nos façons de voyager parce qu'on veut quand même prendre des vacances. Donc, il faut être à l'affût de ça. Il faut savoir comment arranger nos choses pour rester concurrent, si on veut. Puis comment on fait ça? Comment on arrange nos choses pour rester concurrent? C'est vraiment garder un œil sur le marché constamment. En étant dans le domaine, on a les gros sites de voyage avec qui on fait affaire, qui nous envoient
des milliers de statistiques, fait qu'on est capable de voir ce qui se passe dans notre marché. Non, mais ça, c'est un bon point à retenir. Donc, il y a des ressources qui existent, je présume, dans chaque domaine, certainement dans le domaine touristique. Absolument. Ou est-ce qu'il faut payer pour avoir ces chiffres-là? Non, ben, il faut faire partie du groupe, évidemment, tu sais, sans les nommer, là, mais si on fait partie on dit OTA, qui est Online Travel Agency. Oui, oui. Quand on est avec eux, on a accès à une panoplie de données. Donc, on peut aller voir un peu ces statistiques-là. Il y a moyen d'y avoir accès relativement facilement. Ah, c'est très facile. Dans votre Puis ils vont domaine. le segmenter par marché, segmenter par l'âge, les revenus et toutes ces choses-là. Puis il ne faut pas oublier que nous, on s'est placé dans une certaine catégorie, si on veut, donc on veut suivre la nôtre. Donc on va toujours essayer de naviguer là-dedans pour s'assurer qu'on n'est pas trop cher, puis qu'on est capable d'attirer le plus de gens possible chez nous. Donc, vous allez consulter votre boule de cristal une fois de temps en temps. Je présume aussi que vous devez interroger vos clients. Interroger, c'est peut-être un gros mot, là. Ben, on n'interroge pas nos clients pour autant. Les clients qui viennent chez nous, ben, ils sont venus, ils nous ont fait confiance, et puis on est allé les chercher basé sur les étapes qu'on a suivies auparavant, donc ce qu'on a mis en place. Si je n'ai pas de clients, bien là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait qu'on va faire les ajustements qu'on a besoin de faire. Ce n'est pas toujours le prix. Ça peut être autre chose, ça peut être des promotions qu'on fait. Il y a toutes sortes de choses qu'on va faire pour attirer ou pour essayer d'attirer le plus de gens possible. En fait, c'est quelque chose qui me fascine surtout, c'est surtout quand on commence, là, comment on trouve des gens pour acheter notre produit? Ça, c'est la grosse question, c'est celle qui est difficile à répondre. Dans mon cas, moi, j'ai été chanceux. J'ai acheté une auberge qui était en existence depuis 20 ans. Okay. Donc, il y avait une bonne clientèle, elle était bien connue, elle avait été très bien gérée et bien entretenue. Elle avait une très, très bonne réputation. Fait que quand on a changé le nom, on a pris la peine de ne pas éliminer puis d'effacer le nom qui est venu avant nous. On en a parlé. On voulait que les gens sachent que oui, il y a un nouveau propriétaire, une nouvelle administration dans l'auberge voyageur, mais que l'auberge voyageur, son âme est encore là. Les gens qui étaient là avant moi, difficile, tu peux pas juste les mettre dehors et dire qu'ils n'ont jamais existé. Ils sont passés avant moi, puis c'est eux autres qui ont établi le chemin, si on veut, que moi j'ai continué à suivre. Mais c'est un bon conseil dans ce sens que si on achète quelque chose qui est déjà là, d'aller voir ce qu'on peut garder. Oui, dans l'auberge comme telle, si vous venez, c'est certain, si vous êtes venu auparavant quand c'était anciennement l'auberge voyageur, on a gardé certains petits items de déco sur les murs, juste pour nous rappeler d'où on vient, qui était là avant nous. Tu sais, pour créer un peu de nostalgie, si on veut. On a des photos sur les murs de Tremblant et de l'auberge comme telle avant notre arrivée. On ne peut pas s'en cacher, il y a une histoire avant nous. Là. Puis des affaires de marketing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Oh mon Dieu. Le marketing aujourd'hui, avec le web, moi, je vous dirais qu'il y a deux façons de faire. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est pas écrit c'est pas écrit dans un livre nulle part, ou c'est pas moi qui l'ai écrit. Tu as ta clientèle locale que tu vas aller chercher un peu avec les réseaux sociaux, mais avec ton média traditionnel, journaux, radio, TV, ces choses-là. Et puis, tu as ta clientèle at large, si on veut. Donc, si je veux m'en aller et puis aller attirer des gens de la région de Montréal, Ottawa, Québec, bien là, on va s'en aller plus web, faire des bannières avec Google. Tout le monde est sur Google, donc on suit. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que les gens qui viennent chez vous, en tout cas, qu'est-ce qu'ils regardent, je ne sais pas, les médias sociaux? Est-ce qu'ils regardent Instagram? C'est quoi? Ils vont regarder Instagram, évidemment. On va regarder, nous autres, on va regarder notre compte Instagram, puis on peut voir si on a un effet parce que, évidemment, les likes, comme on dit, mais les follow.
Donc, les gens qui nous suivent, OK. si ça commence à grimper, on sait que les campagnes qu'on a faites fonctionnent. C'est beau avoir un like ou un follow, mais il faut créer aussi un suivi. Donc, il faut que les gens reviennent. C'est pour un petit entrepreneur comme moi qui fait presque tout seul, c'est un énorme challenge parce que, tu sais, je dois maintenir mes réseaux sociaux, on veut continuer à faire du marketing, on fait toutes ces choses-là. Donc, des fois, tu vas en oublier, tu vas négliger certains aspects du marketing. Fait que comment est-ce que je pourrais résumer ça? On y va au jour le jour, puis on essaye des nouvelles choses, puis on espère que ça fonctionne. OK. Si je vous donne une baguette magique pour votre entreprise, qu'est-ce que vous en faites? Une baguette magique? Oui. Mon Dieu. Il y a plein de rénovations que j'aurais besoin d'être faites. Fait que j'aimerais ça être capable de faire bing puis que ça se fasse seul. Mais non, je vous dirais un petit bing puis que j'ai peut-être plus de gens qui savent qu'on est là. Okay. C'est juste ça qu'on veut. C'est ça, je pense que c'est ce que tout le monde veut en affaires. On veut savoir qu'on existe. Okay. C'est ça qui est difficile à faire. Tu sais, vous savez que j'existe aujourd'hui, vous allez en parler à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui passe en avant ou qui est dans Tremblant et qui n'est pas passé en avant de chez nous, c'est pas qu'on existe. Okay. Moi, je veux juste que les gens sachent qu'on existe. Puis après ça, là, je vais travailler puis je vais essayer de les faire rentrer chez nous. Parfait. Puis, très rapidement, un ou deux conseils à donner à des gens qui songent à se partir en affaires. Si ça vous déstabilise, si ça vous fait peur, c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. La zone de confort dans l'entrepreneuriat, c'est pas bon. Dès qu'on rentre dans une zone de confort, je vous dirais c'est le début de la fin. Faut être prêt à prendre un risque. Être un entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est pas comme jouer au casino, mais disons que si les choses sont faites de la bonne façon, les chances sont sur notre côté. Parfait. Bien, voilà, merci. C'est la fin de l'émission Entrepreneurs en action pour aujourd'hui. Je vous invite à écouter nos autres émissions et à nous suivre sur les médias sociaux et tvcl.ca. Ici Daniel Drolet. Je vous souhaite une bonne journée.